Merci beaucoup. Tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs pour m'avoir invité à cette session. Je vais vous parler effectivement de risques climatiques et de machine learning, et d'attribution climatique, et également d'un sujet de prédiction de l'intensité de tempête. Donc ça fait beaucoup de choses, mais vous allez comprendre la démarche, je l'espère, grâce à cette présentation. Euh, Déjà, peut-être, pour certains d'entre vous, vous ne connaissez pas ce qu'est un cyclone tropical qui va être l'objet d'études tout au long de cette présentation. Donc un cyclone tropical, on l'appelle aussi ouragan ou typhon, ça dépend vraiment de la région du monde dans laquelle on se situe. Donc c'est caractérisé en étant un système de tempête rotatif avec un centre avec une basse pression, circulation atmosphérique à basse altitude, des vents qui sont forts et on a des orages qui évoluent en spirale avec de fortes pluies. Un cyclone tropical, ça se forme au-dessus de grandes masses chaudes, en particulier par exemple le golfe du Mexique ou le bassin du Pacifique. Et donc l'énergie en fait qui alimente la tempête, c'est dû à l'évaporation de l'eau depuis la surface de l'océan et qui se recondense en nuages et en pluie. Vous avez une petite capture une image satellite NASA là, qui présente l'ouragan Paulette, qui est un ouragan assez impressionnant, record cette année, donc, qui a été prise le 14 novembre 2020 pour illustrer un peu à quoi ça se présente. Et donc ces cyclones, on peut les caractériser en plusieurs catégories, en particulier donc, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Saffir-Simpson qui classifie leurs intensités. Donc principalement c'est en fonction d'une plage de vent dans laquelle la vitesse soutenue du vent pendant 1 minute euh, est enregistrée, eh bien ça donne une classification de ces cyclones. Et donc via cette échelle de Saffir-Simpson, on peut en déduire les impacts que peut avoir la tempête tropicale ou le cyclone tropical sur les installations humaines. 2020, ça a été une saison record d'ouragans dans l'Atlantique Nord. Donc évidemment, ces systèmes de tempêtes tropicales évoluent partout sur le globe, mais ça a été voilà, quelque chose de jamais vu cette année avec, là sur cette image de la NOAA, 6 systèmes tropicaux autour de 12 océans qui étaient acquises à la fin de l'été cette année. Saison record également en termes de dégâts, puisque ces cyclones ils sont pas cantonnés en fait à rester sur l'océan. Donc des dégâts qui sont chiffrés à la fois en pertes humaines et en millions de dollars, parfois même en milliards de dollars, avec une sorte de bestiaire des cyclones qui ont été dans le bassin de l'Atlantique Nord les plus impactants, euh, notamment le cyclone Laura avec 77 décès, plus de 14 milliards de dollars de dommages. Donc là, c'est un ouragan de catégorie 4, hein, donc des vents qui sont très très violents. Lié à ça, en fait, via cet aléa climatique, bien, il y a des pertes catastrophiques hein, qui sont assurées. Enfin, il y a les pertes en termes d'assurance sur les dégâts qui sont assurés euh, par rapport à des aléas climatiques a augmenté en flèche depuis les années 1970. C'est ce que montre ce graphique qui est issu de l'Institut Swiss Re, donc qui est un spécialiste de la réassurance, et qui montre voilà, de façon très claire que de plus en plus, ces ouragans prennent beaucoup d'impact et ont beaucoup d'importance et beaucoup d'intérêt au niveau de la réassurance et de gestion de risque, avec des enjeux économiques et humains, que je soulevais tout à l'heure, et bien de pouvoir mieux estimer, pardon, sous-estimer, c'est une coquille, de mieux estimer et de modéliser les cyclones tropicaux par rapport à ces enjeux humains et économiques. Alors, je vais vous parler de travaux qu'on a réalisés chez Comptmetry il y a un petit peu de temps, lorsqu'on a attaqué finalement notre intérêt par rapport enfin, nos travaux par rapport aux aléas climatiques, en particulier aux tempêtes tropicales. On a commencé en fait par attaquer ça sous l'angle de l'attribution climatique. Essayer de se dire, le phénomène d'attribution, c'est finalement de se dire, est-ce que un monde qui évolue sous une hypothèse A est différent d'un monde qui évolue sous une hypothèse B?
Et on s'est dit peut-être qu'on pourrait détecter dans les caractéristiques des tempêtes eh bien, des choses qui pourraient être reliées finalement à cette thématique d'attribution. Vous allez voir de façon beaucoup plus claire de quoi je veux parler. Euh, donc on est parti d'un dataset qui est mis à disposition par la NOAA. Donc c'est un dataset qui est disponible sur Internet de données observationnelles qui s'appelle IBTrax. Et donc, ce dataset contient des traces de tempêtes tropicales. Donc ici, vous avez un exemple de l'ensemble des traces sur le bassin du Pacifique Ouest, récoltées sur 2 années. Donc on a sur ce dataset plus de 2500 tempêtes, les 5 bassins océaniques. On a, oui, entre 1980 et 2015, il me semble, et une mesure toutes les 6 heures pour chaque tempête. Et on n'a pas énormément d'informations supplémentaires, mis à part, vous voyez, latitude, longitude, vitesse du vent, pression. Donc c'est juste une information agrégée sur la pression, et puis également le bassin ou le sous-bassin océanique dans lequel cette tempête a été enregistrée. Euh, hop, voilà. À côté de ça, donc je vous parlais de la thématique d'attribution. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que finalement l'activité humaine, enfin en tout cas le CO2, est-ce qu'il y a un forçage anthropique sur les conditions d'observation de ces tempêtes? Donc globalement, est-ce que on arriverait à découper ce dataset à partir de 1980, donc qui commence à partir de 1980 et qui se termine en 2015? Si on le découpait en deux, est-ce qu'on arriverait à montrer qu'on peut attribuer la première partie des tempêtes entre 1980 et 2000 par exemple, eh bien, à une condition de forçage anthropique qui serait par exemple un certain niveau de CO2 et, euh, et du coup l'autre partie des tempêtes entre 2000 et 2015. Est-ce qu'on arriverait à attribuer ces tempêtes à cette période de l'année, à cette période de temps à partir des variables des tempêtes? En gros, est-ce qu'il y a eu un changement observable dans les variables qui sont associées à ces tempêtes? Ce qui est très intéressant finalement de regarder par rapport au CO2 comme marqueur du forçage anthropique. Lorsqu'on regarde dans ces données, c'est que on voit que les concentrations dans l'atmosphère à partir de 1980, c'est assez intéressant puisque il y a, on est sur à peu près le milieu de ce qui a été observé entre une stabilité jusque dans les années 1800 et là on a vraiment une explosion de ces concentrations. Et 1980 est un bon repère dans cette explosion et par exemple aussi sur les effets de gaz à effet de serre aux alentours des années 2000, on voit qu'il y a une augmentation effectivement au niveau mondial. Il y a vraiment un point d'inflexion, il y a vraiment une tendance qui se dégage. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que finalement, euh, on pourrait découper entre 1980 et 2000 notre jeu de données et séparer dans une deuxième partie 2000 et 2017, essayer de, via ce marqueur de faussage anthropique, essayer de créer un classifieur. Donc voilà, je vais reformuler finalement ce problème sous forme d'un problème en tant que tâche de classification. Donc est-ce qu'on peut attribuer, en fonction d'un forçage anthropique, des propriétés de tempête tropicale? L'attribution, ça voudrait dire de faire un classificateur qui peut apprendre à faire la distinction. Lorsque je parle de forçage anthropique, eh bien c'est entre les tempêtes qui se sont produites avant ou après l'an 2000, toujours en relation par exemple par rapport à ce que je viens de montrer sur le marqueur du CO2, qui est un indicateur du forçage anthropique, en utilisant un ensemble de caractéristiques qui décrivent chaque tempête. Donc l'idée pour ça, ce qui nous intéresse, donc c'est ce forçage anthropique, donc la contribution de l'activité humaine au climat de la Terre, qu'on relie de manière directe aux émissions de gaz à effet de serre et en particulier au CO2, en disant que avant 2000, on a un forçage qui est relativement faible, ça correspond finalement un peu à ces conditions-là, et puis après 2000, on a un forçage qui est plus fort. Chaque tempête peut être décrite par un ensemble de descripteurs qui sont quantitatifs, donc des variables, vitesse du vent,
On peut aussi calculer des variables indirectes en tenant compte de la volatilité de la vitesse du vent, par exemple. Et puis, eh bien pour le classificateur, l'hypothèse qu'on fait, c'est que si les conditions de forçage influencent sur les propriétés de tempête, là, on devrait pouvoir déduire si une tempête donnée appartient à un forçage élevé ou un forçage faible en étudiant ses propriétés. Donc ça veut dire que finalement, forçage faible, forçage fort, on met vraiment une limite temporelle. On coupe à 2000, à l'année 2000, et on va essayer du coup de faire un classificateur qui nous permet de dire, d'étudier cette hypothèse et de voir si elle est vérifiée à partir des données qu'on a. Donc on commence par créer des caractéristiques qui décrivent ces tempêtes. Donc chaque tempête finalement c'est décrit par plusieurs séries temporelles. Donc on a la latitude, la longitude, la vitesse du vent, la pression. Et puis on a quelques caractéristiques géographiques supplémentaires comme la direction azimutale et la volatilité azimutale par exemple. Chaque série temporelle, l'approche qu'on a voulu faire, c'est partir sur un classifieur qui était basé sur des variables, donc pas du tout faire un classifieur de séries temporelles. Et donc, c'est d'agréger finalement l'ensemble de ces séries à partir de plusieurs variables qu'on pourrait créer. Donc, min, max, moyenne, pas mal, enfin, un grand nombre d'indicateurs statistiques. Et du coup, on s'abstrait totalement de la dimension temporelle. On considère du coup la totalité de la tempête pour calculer ces différents indicateurs. Sachant qu'on est aussi capable de calculer des indicateurs sur des fenêtres glissantes, ceux qu'on intègre dans le jeu de variables. Donc l'approche, c'est de faire un classifieur, comme je vous l'ai dit. Hein, donc là, c'est vraiment pour expliquer de façon vraiment abaissée la méthodologie de machine learning. Mais nous, ce qui va être important pour nous, c'est de regarder les prédictions qu'on va faire sur notre donnée de test. Et donc de vérifier quelle est en utilisant une courbe ROC, eh bien, comment performe notre classifieur et de regarder également des indicateurs comme la précision et le recall. Pour ça, on a testé différents algorithmes, donc arbre de décision, forêt aléatoire ou boosting, qui sont des algorithmes de machine learning classiques. Donc, les meilleurs résultats qu'on a pu obtenir sur les données observationnelles, c'est avec un modèle de gradient boosting, sans trop jouer sur l'hyper-optimisation. C'est vraiment des choses basiques. Donc la cible que je vous précisais, c'était bien, est-ce que la tempête est survenue après l'an 2000 ou pas, donc entre 80 et 2000 ou après 2000. Donc un jeu d'entraînement de 1900 tempêtes et un jeu de test de 600 tempêtes. Les performances obtenues sur le jeu de test, on a une aire sur la courbe à 0,82. Par rapport à notre première itération qu'on avait faite, on avait réussi à gagner le plus 7%. Les variations, c'est par rapport à notre première itération. Je ne vous ai pas présenté pour des raisons de concision. En termes de précision et de rappel, on a 76 et 71%. Donc ces résultats, ils sont plutôt encourageants dans le sens où on a l'impression en tout cas qu'il y a du signal. Donc on peut retravailler les résultats sous forme différente, mais globalement, vous avez un peu la répartition des tempêtes prédites ici, donc avec le nombre de prévisions fausses et, de chaque côté, à la fois sur le jeu d'entraînement et sur le jeu de test. Donc, bien sûr, on a mis un seuil à 0,5, donc on n'a pas du tout fine-tuné notre classificateur. Donc, si la probabilité qui sort de ce classifieur est supérieure à 0,5, il prédit que la tempête s'est produite après l'année 2000. Pour nous, de cette interprétation-là, par rapport aux deux résultats que je vous ai présentés, à la fois la matrice, la courbe ROC et ces résultats, c'est qu'il y a clairement un signal qui est détecté par l'algorithme et on pense qu'il y a encore de la marge pour peut-être hyper optimiser ce modèle. Ce qu'on peut regarder en faisant un focus sur quelques variables assez explicatives du modèle, c'est sur la pression max. Effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on observe une évolution de la distribution annuelle des pressions. On a l'impression que ça augmente,
clairement, on voit que ça augmente en fonction des années sur ce bassin en particulier, ou sur certains bassins, plutôt une tendance à diminuer. Donc, ça peut être différent selon les bassins, mais en tout cas, au cours du temps, sur l'ensemble des tempêtes qui se sont passées, on a clairement des phénomènes qui ont l'air différents. On peut faire ensuite un test statistique. Donc, ce qu'on a fait, c'est que sur cette pression maximale enregistrée le long de la trajectoire de la tempête, en faisant une mesure par tempête, on compare deux échantillons. Donc, ici en gris, vous avez tout ce qui est avant 91, et après 2010, tout ce qui est en bleu. Alors, pourquoi on a changé un petit peu notre fenêtre? C'était pour essayer d'éliminer finalement les échantillons qui étaient un peu scorés au milieu avec une probabilité de par exemple 0,40 ou 0,60. On a vraiment pris ce qui était scoré, ce qui avait les meilleurs scores. Donc on utilise un test de Kolmogorov-Smirnov. Et ici, l'hypothèse est rejetée. Donc on a finalement la conclusion, c'est que la distribution pression-masque à cet intervalle de confiance est rejeté, et donc on a une différence entre les deux échantillons. Une fois qu'on a fait ça, on a voulu travailler, valider notre approche sur des données de simulation qui permettent finalement de mieux maîtriser les conditions de forçage anthropique. Je m'explique. Donc, on a travaillé donc avec des simulations de l'équipe de Michael Werner, qui est un climatologue basé à l'université de Berkeley, qui fournissent finalement deux environnements très distincts. Donc, un jeu de données qui est le monde réel avec le forçage anthropique, donc vraiment ce qui est observé. Et donc, on fait des simulations à partir des paramètres carbone qu'il y a dans l'atmosphère. Et puis, un monde qui est simulé. Il y a des modèles qui arrivent finalement à abstraire cette contribution carbone de l'être humain et à simuler en fait de l'atmosphère, des événements de tempête tropicale dans une atmosphère dans laquelle on n'a pas d'activité humaine. Et donc là, c'était parfait puisque notre hypothèse, elle est un peu difficile à vérifier dans les données observationnelles. On fait une hypothèse très forte de dire avant ou après 2000. Vous voulez vérifier ça finalement avec des données de simulation pour pouvoir valider notre approche. Et donc, les résultats, pour faire court, ont été très décevantes. C'est-à-dire qu'on n'a finalement pas retrouvé de signal dans les données de simulation. Et on avait un gros décalage entre les performances qu'on avait pu observer sur le jeu de données observationnel et les performances sur les données de simulation. Donc voilà, on arrive à des conclusions qui sont résumées sur cette partie, qu'il y avait des différences, en tout cas dans les données observationnelles, dans les propriétés de tempête capturées par un modèle de machine learning, avec une cible de classifieur qui est corrélée au forçage anthropique. Cependant, on n'a pas réussi à le démontrer pour des données de simulation, et donc plusieurs questions qui ont été un peu bloquantes pour la suite des travaux, en tout cas sur la partie attribution, c'est quels sont les biais dans les données d'observation? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est finalement ça qu'on capte via notre modèle? Ou est-ce que les variables qu'on a créées sur ce jeu de données observationnelles, finalement notre approche n'est pas suffisante pour capter du signal en les transposant sur ces données de simulation? Donc ça a été quand même un revers dans ces travaux, hein. On était très déçus. Mais bon, ça fait partie du jeu de la recherche. Et n'arrivant pas finalement à aller plus loin que ça, on a décidé de réorienter nos travaux, peut-être en partant finalement sur de la prévision d'intensité de tempête, toujours dans cette optique de gestion des risques et d'aléas climatiques. Donc on est reparti sur une autre compétition, donc une compétition qui sur la prévision de tempête, une compétition basée sur la plateforme RAMP, qui est une plateforme de type Kaggle, vous connaissez peut-être, qui est née à Paris-Saclay, qui regroupe plutôt des cas d'usage et des concours à orientation scientifique, je pense en particulier au concours sur les bosons de Higgs, et très utilisé sur des sessions de formation et des bootcamps, des hackathons. L'objectif de ce hackathon, c'était de prévoir la vitesse des vents de tempête. Donc un dataset un peu plus petit que celui que je vous ai présenté tout à l'heure,
mais surtout qui avait la particularité d'être plus riche puisque multimodal, donc qui mixait des séries temporelles et des imagettes météo. L'évaluation se faisait sur un horizon de 24 heures, donc avec des données échantillonnées toutes les 6 heures, ça nous faisait un pas de temps à t+4 auquel il fallait prédire. Donc vous avez ça sur le petit schéma à droite. Et puis, une des particularités, je trouve très délicate, c'est que chaque point de données devait être évalué. Donc même si on n'a qu'un seul point de données, au début de la série temporelle, il faut pouvoir scorer ce point, il faut pouvoir faire une évaluation. Donc, impossible de mettre un modèle, par exemple, de type ARIMA pour, ou autre pour aller fitter les séries temporelles en question. Donc, plus précisément donc, sur les données scalaires de séries temporelles qu'on avait à disposition, quelques données supplémentaires qu'il y avait dans ce jeu de données et puis qu'on a pu emporter. En particulier, je pense la distance par rapport au trait de côte, qui était assez importante pour nous à rajouter. Et puis voilà, globalement, ça ressemble beaucoup à Emitrax, sauf que on a des données d'image, température au niveau de la mer, vitesse du vent, altitude, pression, humidité, vorticité, à différents niveaux de pression. Et du coup, assez intéressant comme données, beaucoup plus riche que les données de départ d'Imitrax. L'approche gagnante de ce hackathon, c'est un modèle d'apprentissage profond basé sur des réseaux de neurones convolutifs qui séparent en fait les données images et les données scalaires. Donc les données images sont traitées par un CNN, comme vous le voyez ici, et les données scalaires sont agrégées, ensuite concaténées, une série de couches denses vient faire la prédiction. Ce modèle-là travaille sur un objectif différencié. Donc l'idée c'est de prédire la différence de vitesse de vent pour ensuite reconstruire la vraie vitesse. Donc ça fait un peu penser à des approches de type ARIMA où il faut faire de la différenciation pour avoir une série temporelle stationnaire. Par contre, cette approche-là, elle n'intègre pas du tout de composantes temporelles dans les données de série temporelle, puisqu'elle agrège tout. Donc un peu comme notre approche tout à l'heure sur l'attribution climatique, où on agrège tout dans un grand paquet, et puis on concatène. Et donc, nous, notre idée, pour challenger cette approche gagnante, c'était du coup d'aller explorer la structure des données série temporelles, des trajectoires de tempête, pour aller challenger ce modèle et essayer de voir si on n'arrivait pas à avoir une meilleure performance. Parce que là, il n'y a pas du tout d'aspect temporel qui est pris en compte. Donc l'approche proposée, c'est un modèle spatio-temporel d'apprentissage profond. Donc on capture la structure spatiale des données avec un modèle qui est divisé en deux parties. Donc les données spatiales sont extraites à partir de CNN. Donc on s'inspire un peu de la solution gagnante. On va ajouter des ResNet pour éviter le surapprentissage, par exemple, ou des phénomènes d'extinction de gradient. Et donc, on a également de l'extraction de caractéristiques de série chronologique avec une partie de réseau donc qui est dédiée à l'extraction de features sur ces données, qui combine des LSTM et des CNN, et puis des mécanismes d'attention pour faire un peu le tri, mettre de la pondération finalement dans les séquences d'entrée du LSTM pour ne transmettre que les informations utiles dans le réseau. Donc très brièvement, voilà, l'exploitation de la structure temporelle de données se fait grâce à un réseau LSTM, donc qui est un type de réseau d'apprentissage profond adapté aux captures des features dans les séries temporelles. Et puis donc on travaille également, donc ça on le met en musique sur le schéma de droite. Donc vous avez la séquence d'entrée, qui contient les différentes caractéristiques des tempêtes, qui est traitée par le RNN et qui est ensuite traitée par une couche d'attention qui permet de mettre des pondérations sur les différents éléments de la séquence et qui est ensuite transmise au layer de concaténation sur lequel en fait on ajoute une autre dimension, c'est qu'on souhaite capturer avec un réseau convolutionnel à une dimension d'autres features que le LSTM ne capterait pas. Et donc, c'est la même entrée ici qui est traitée par deux types finalement de réseaux d'apprentissage profond, donc un réseau récurrent et un réseau CNN, pour ensuite être concaténé avec les autres couches.
Donc, voici l'architecture du réseau qu'on a mis en place. Donc, vous retrouvez en haut ici la partie extraction de caractéristiques images, avec l'introduction, comme je vous le disais, de ResNet, différentes couches denses, avec du dropout aussi pour de la régularisation. Ici, vous avez tout ce qui est ALSTM, donc c'est Attention LSTM, donc l'extraction de caractéristiques temporelles avec le LSTM ici, la couche d'attention, vous avez pu voir sur l'autre schéma, et puis ici le réseau CNN pour aller finalement capturer d'autres types de features, toujours sur les séries temporelles, série de couches denses ici jusqu'à la concaténation. Et puis tout ce qui n'est pas temporel, eh bien finalement on concatène, on le fait passer dans un réseau plutôt dense et on concatène ici pour ensuite avoir une couche dense qui va être très simple. On va chercher à faire de la prédiction quantile, donc avoir notre prédiction médiane et puis les quantiles qu'on va chercher à explorer. Voilà, donc je vous le disais, on rajoute du dropout à différents endroits pour éviter le surapprentissage et régulariser un petit peu le réseau. Donc avant de regarder les résultats de cette approche, on voulait aussi challenger par rapport à un modèle plus classique de machine learning, en se disant finalement là on met en place du deep learning, mais est-ce qu'il n'y a pas plus simple? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux avec un modèle moins complexe? Donc on est parti sur une forêt aléatoire, tout simplement parce que c'est un bon benchmark classique, pas d'a priori sur les variables qui performent le mieux. Et on a vraiment voulu avoir une approche très simple, c'est-à-dire de créer sur les images, prendre justement simplement la moyenne des images et intégrer ça en tant que variable. Et puis sur les séries chronologiques, voilà, on reprend toutes les variables, effectivement, qui sont également engagées. Et puis on travaille par création de variables qui sont très très simples, différence de vitesse de vent par rapport à un état initial, etc. etc. Donc vraiment une approche, rien de complexe ici. Alors les résultats, je vais essayer de conclure en 5 minutes pour qu'on ait de la place pour les échanges. Première évaluation de baseline, donc on fait cette évaluation à un horizon 24 heures. Donc on part d'un modèle naïf, donc qui est juste la prédiction naïve de dire je prends ce qu'il y avait à T-4, donc 24 heures avant, et je reporte. Je regarde le modèle également du hackathon, le modèle gagnant, et mon modèle Random Forest. Ce qui est intéressant, c'est que bien, le modèle Random Forest peut être qualifié de meilleur sur la baseline parce que vous voyez que ici, il y a beaucoup de surapprentissage qui est réalisé. Sur le jeu de train, on est bon, mais il y a une énorme variance entre les deux résultats là. Alors que sur le modèle Random Forest, on arrive à être meilleur sur le jeu de test, moins bon certes sur le train, mais avec une variance beaucoup plus faible entre les deux échantillons. Donc à côté de ça, on évalue l'approche, le modèle deep learning qu'on a monté, avec une idée de se dire, on va essayer de qualifier finalement quelle est l'approche de chaque sous-partie du modèle. Donc si on traite que les images, si on traite que les séries temporelles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a en termes de performance? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on réentraîne finalement l'ensemble? Quelle est la performance du modèle global, de l'architecture globale que je vous ai montré? Donc finalement, on se rend compte qu'avec le modèle image, on n'arrive pas à faire aussi bien, en tout cas sur le jeu d'entraînement, que le modèle de hackathon, fait même moins bien que Random Forest. Quand on traite que les séries chronologiques, on arrive à des choses qui sont en termes de performance relativement identiques sur le jeu de test par rapport au Random Forest. On fait mieux quand même que le modèle gagnant du hackathon, toujours avec ce souci de surapprentissage sur ce modèle. Et puis quand on fait la combinaison des deux, quand on exploite une approche multimodale, eh bien il y a vraiment un gain parce qu'on arrive encore à gagner un petit peu et à réduire effectivement le biais qu'il y a sur l'estimation sur le jeu d'entraînement. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on descend également en termes de perf par rapport aux deux approches benchmark en Random Forest et les séries chronologiques seules. Donc voilà. Ce qui est intéressant dans ce benchmark et dans l'approche qui a été développée, c'est vraiment que la combinaison du traitement, finalement, d'images d'une approche série temporelle sur ces données temporelles, la fait mieux finalement qu'un traitement avec une agrégation pure des séries temp et de pas du tout traiter cet aspect temporel. Très rapidement, je peux vous présenter un peu
différence. Plus l'horizon est long, plus on fait une erreur de prédiction. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que on a une RMSE qui augmente d'un facteur 2 entre les horizons 24 et 80 heures. Donc il y aura forcément un compromis entre finalement l'horizon et les performances. Et ça va avoir un gros impact en fonction de la gestion du risque. Donc, on peut avoir une RMSE, donc une erreur sur l'estimation pour des horizons qui sont faibles, relativement faibles, et plus on va chercher à prédire loin dans le temps, plus notre erreur va être forte, et ici on cherche à le quantifier. Voilà, sachant qu'une erreur inférieure de 4,5 nœuds, ça correspond finalement à la moyenne des catégories de l'échelle de Saffir-Simpson. Ici, je vais passer, pour des raisons de concision. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voulait regarder finalement comment se comportaient nos intervalles de confiance. Donc, on a estimé donc, une fonction de la Pin-Mode loss pour estimer les intervalles de confiance. On a réentraîné pour chaque quantile. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que lorsque je prends mon quantile à 85,5, finalement, j'ai 40 nœuds d'écart interquantile. Donc ça correspond à 2 degrés de l'échelle de Saffir-Simpson. Et lorsque je suis sur le quantile 80-20, eh bien, j'ai 18 nœuds d'écart interquantile. Donc c'est 1 degré sur l'échelle de Saffir-Simpson. Et ça, concrètement, si je veux l'interpréter en termes de gestion de risque, ça veut dire que j'ai 20% de chance d'être 9 nœuds au-dessus de ma prévision ponctuelle, donc qui est la médiane. Donc quand même des précisions qui sont d'une demi-valeur d'échelle sur l'échelle de Saffir-Simpson, ce qui est relativement intéressant. Voilà. En conclusion, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur cette partie, c'est un modèle finalement innovant d'apprentissage profond pour la prévision de tempête avec une approche multimodale, avec une capture de structure de séries temporelles avec un réseau neuronal récurrent, LSTM avec de l'attention, évaluation des performances sur le benchmark qui a été réalisé, c'est que cette approche offre de meilleures performances, non seulement par rapport au benchmark initial du hackathon, mais également par rapport à un benchmark qu'on a réalisé avec une approche machine learning. Ça généralise mieux avec une variance plus faible. Et donc le compromis entre la performance de prévision et l'horizon, ça dépend de la gestion des risques finalement qu'on veut mettre en place, et que la distribution prédictive, elle peut être estimée par la modification de la fonction de coût du réseau, donc en utilisant la Pin-Ball loss, pour évaluer le risque qu'un cyclone tropical soit un événement grave. Donc c'est ce qu'on cherchait à montrer en disant tout à l'heure, j'ai 20% de chance d'être à 9 nœuds au-dessus de cette fenêtre-là. Voilà pour les conclusions de cette présentation. Il reste quelques minutes pour les échanges. Si vous avez envie d'échanger également plus avant par email, je reste à votre disposition.